Messieurs les premiers ministres, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, et surtout ce qui englobe tout le monde au-delà du protocole, mes chers amis. Il y a des moments qui comptent dans l'histoire. Ils nous rappellent que nous sommes liés en tant que nation. Une nation qui, le 10 mai 1981, a élu l'homme de gauche. 40 ans après l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, nous voilà réunis au Creusot afin d'évoquer la figure emblématique de cet homme et l'immense héritage qu'il nous a légué. C'est avec une profonde émotion que j'accueille ici, en ce lieu, ses proches. Vous avez été les témoins de sa vie personnelle comme de sa vie publique. Vous avez été à ses côtés pour mener des combats qui ont marqué l'histoire politique française. 40 ans nous séparent de cette élection et pourtant, la figure de François Mitterrand ainsi que son œuvre sont toujours présentes dans l'esprit des Français. Célébrer les 40 ans de cette élection apparaît alors comme une évidence. Cet événement fort en symbole offre l'opportunité de nous rassembler à travers notre histoire commune et notre héritage partagé. Cet héritage aux multiples facettes est plus que jamais porteur de messages pour le présent. L'héritage de François Mitterrand, c'est l'Europe comme horizon. L'héritage de François Mitterrand porte les grandes réformes sociales, économiques, industrielles, de société. Je pense, bien entendu, à l'abolition de la peine de mort, à la libération des ondes, à l'adoption du prix unique du livre. Je pense à la signature de l'acte unique européen ou au traité de Maastricht, qui révèle cet homme d'État comme l'artisan d'une nouvelle étape de la construction européenne. Je pense également aux nationalisations, à l'instauration du RMI, qui montre sa volonté de considérer comme prioritaire la lutte contre les inégalités. Il y a tant à dire et tant à faire, selon ses propres termes. Ici, au Creusot, il serait difficile de ne pas évoquer ce qu'a éprouvé François Mitterrand pour cette ville, pour ce département, pour cette si belle région. Au plus haut sommet de l'État, il n'a jamais oublié son attachement au territoire et à ses amis bourguignons. Mes chers amis, ce que je veux exprimer aujourd'hui est tout à la fois un rappel et un hommage sur ce que Mitterrand a représenté et représente encore pour toute une génération, et sans doute celles qui viendront. Un homme de lettres, une figure, un symbole, un homme porté par des idées nouvelles qui a su transmettre sa vision progressiste en son temps. Mais en cette période troublée à plus d'un titre, ce que j'aime à me rappeler du message de François Mitterrand, c'est qu'il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir. Je vous remercie. Messieurs les premiers ministres, messieurs et mesdames les ministres, amis ici présents, je voudrais remercier David Marty, le maire du Creusot, d'avoir organisé ce rendez-vous, cette rencontre autour de la victoire du 10 mai, de ce qu'elle représente pour l'histoire de notre pays. Je sais qu'elle va se poursuivre, cette cérémonie d'une certaine façon, ou cette célébration à la mairie de Paris avec Anne Hidalgo cet après-midi. Si j'interviens ce matin, c'est moins parce que j'ai été un camarade de combat de ceux qui ont permis la victoire de 1980 que, comme ancien président,
le deuxième président socialiste de la Ve République. Et si je veux aujourd'hui intervenir et envoyer ce message, c'est pour, comme le disait David, qu'il ne soit pas une nostalgie, un retour vers un passé glorieux, mais comme une leçon de choses et une capacité à lever de nouveau l'espérance. Les moins de 50 ans, il y en a, même s'ils ont conscience de ce qu'a représenté la date du 10 mai, ne peuvent pas imaginer ce qu'elle a représenté, cette date, pour des millions de Françaises et de Français. L'émotion considérable et aussi la joie immense qui ont emporté une soirée, une nuit et peut-être davantage une partie de la population française. Une autre, il faut bien le reconnaître, a essayé d'effacer ce souvenir tant il était, disons, désagréable. C'était en effet la première fois sous la Ve République qu'un socialiste s'installait à l'Élysée avec tous les pouvoirs que la Constitution confère au chef de l'État. C'était également la première fois qu'une alternance se produisait au cœur même de l'État depuis près de 23 ans. C'était l'aboutissement du combat engagé par des générations de femmes et d'hommes pour porter la gauche aux responsabilités du pays. Certes, ce n'était pas la première fois que la gauche gagnait des élections nationales. 1924, le cartel des gauches, 1936, le Front populaire, 1946, la Libération, 1956, la victoire du Front républicain, mais par une sorte de fatalité, de malédiction, la gauche n'y restait qu'à peine 2 ans. Eh bien, le 10 mai, c'est la première fois qu'elle disposait de la durée, un septennat, grâce à la solidité de nos institutions qu'elle avait pourtant, en son temps, combattues. Nous ne mesurions pas encore qu'un cycle long s'ouvrait le 10 mai 1981, puisque François Mitterrand fut réélu en 1988, que Lionel Jospin remporta les élections législatives en 1997 et gouverna 5 ans, et que je devins moi-même le deuxième président de gauche de la Ve République. Le 10 mai est donc une date historique au sens où cette date ouvre un temps de réforme majeure et une réelle modernisation de notre pays, dont les traces sont encore présentes dans la société d'aujourd'hui. Traces sociales, la retraite à 60 ans, la durée hebdomadaire du travail réduite, la 5e semaine de congés payés, l'augmentation d'un certain nombre de prestations, du SMIC, et puis aussi les droits des travailleurs dans l'entreprise reconnus. Des traces institutionnelles avec la décentralisation, la libération de l'audiovisuel, les radios libres, la fin des tribunaux d'exception, la Cour de sûreté de l'État abolie, et surtout l'abolition elle-même de la peine de mort. Et puis des traces sociétales avec l'égalité affirmée entre les femmes et les hommes et la fin de la pénalisation de l'homosexualité. Ces traces-là ne sont pas simplement des vestiges. Beaucoup de Françaises et de Français se battent encore pour les préserver. Autant d'acquis qui sont devenus irréversibles, même si, sur certains points, des corrections peuvent être apportées. Le 10 mai n'est pas un concours de circonstances ou un hasard. Le 10 mai vient de loin. Il est inspiré par les souvenirs du Front populaire, présent chez encore beaucoup d'électrices et d'électeurs, des principes du Conseil national de la résistance, des engagements de militants courageux pour l'émancipation des peuples du tiers-monde et pour la décolonisation. Le 10 mai, il est porté par les aspirations qui ont été soulevées par les événements de mai 68, par les luttes syndicales, les combats associatifs, environnementaux, féministes, par l'émancipation culturelle. Voilà tout ce qui a fait à un moment qu'une société se met en mouvement et cherche une issue politique.
Elle cherche à tâtons cette issue politique. Elle n'avait pas été trouvée dans l'Union en 1974, de peu, la victoire échappe, ni dans la désunion en 1978. Il fallait donc, en 1981, la conjonction d'une volonté, celle de François Mitterrand, d'une force politique, celle du Parti socialiste, et d'une espérance, celle d'un projet audacieux. 40 ans après, que reste-t-il? Rien n'est vraiment comparable. Le monde a lui-même été bouleversé. En 1981, c'était encore un monde bipolaire où l'affrontement était Est-Ouest. Aujourd'hui, il est multipolaire et même éclaté, et avec de nouvelles puissances. L'Europe, à l'époque, était à neuf, et un mur était installé à Berlin. Quant à la société, elle a aussi considérablement changé. Aux classes sociales, facilement identifiées, ont succédé des appartenances multiples, à une économie encore peu ouverte sur l'extérieur et fortement régulée par l'État, a succédé le marché unique et la mondialisation. Aux revendications matérielles quantitatives légitimes se sont ajoutées des exigences environnementales absolument aujourd'hui irréversibles, et une aspiration au bien-être s'est également affirmée. Aux formations politiques structurées autour de claires références idéologiques se sont greffés des mouvements sans militants, ni référence, ni histoire, et l'extrême droite, qui était marginale en 1981, est devenue conquérante 40 ans plus tard. Et pour ce qui concerne la gauche, elle semble avoir retenu de son histoire moins un bilan et une fierté lucide que les souvenirs et, hélas, les restes de division et de déception. Elle semble même avoir perdu les clés susceptibles d'ouvrir la porte d'un possible et nécessaire redressement. Or, les leçons de François Mitterrand, elles n'ont rien perdu de leur actualité. Il avait compris que ce n'était pas l'union qui faisait la force, mais la force qui faisait l'union. C'est pourquoi 10 ans plus tôt, il avait refondé le Parti socialiste, congrès d'Épinay, et il l'avait imposé comme la première famille politique à gauche, en attirant des talents et en gagnant étape par étape des élections intermédiaires. Il avait donné à ce parti une ligne, c'est-à-dire un projet, des idées, et une stratégie, c'est-à-dire l'union. Ce fut le programme commun qui suscita un large espoir, et quand il fut dénoncé, déchiré par le Parti communiste, eh bien, il en garda, François Mitterrand, l'esprit et le talisman de l'union, et il s'attacha à devenir une force crédible. Je n'ose pas dire une force tranquille. François Mitterrand ne craignait ni la compétition entre les personnes, ni la confrontation sur les idées. On l'oublie souvent, en 1980, au premier tour, il n'y avait pas moins de 6 candidats qui se prétendaient de gauche, ce qui ne l'a pas empêché de les rassembler au second. Dès lors qu'il avait fait la différence au premier, car il avait compris qu'une élection présidentielle, elle se joue au premier tour. Et donc, il était apparu comme le plus apte à gouverner et donc le seul à pouvoir rassembler. En 2012, pour l'élection présidentielle, ma victoire s'est construite sur les mêmes bases. La différenciation au premier tour, puis le rassemblement au second. La deuxième leçon de François Mitterrand, c'est d'avoir permis que la gauche aille jusqu'au bout du respect de ses engagements, mais en acceptant, en assumant le poids de la responsabilité et les exigences de l'exercice même du pouvoir, notamment face aux crises. Les 110 propositions, car il y en avait 110, du candidat François Mitterrand furent pour l'essentiel réalisées, ce qui ne l'a pas empêché, parce que c'était son devoir, de mener les restructurations industrielles,
de réduire l'inflation, y compris avec la désindexation salariale, de préparer, ou plus exactement de poser les jalons de la monnaie unique que Lionel Jospin aura la lourde responsabilité d'avoir permis dans notre pays, et puis aussi d'affirmer le rôle de la France à l'extérieur. Bref, il aura permis à ce que la gauche reste elle-même, tout en défendant les intérêts de la nation tout entière. C'est l'honneur de la gauche de gouvernement de procéder ainsi. Ça lui donne des éléments pour justifier une nouvelle légitimité, mais ça l'expose aussi au risque de la déception. Mais quoi d'autre à faire que de prétendre vouloir gouverner au nom de l'intérêt d'une très grande majorité de Français? J'ai parlé du cycle ouvert en 1981 avec la victoire de François Mitterrand. La question, c'est de savoir si ce cycle-là s'est refermé. Autrement dit, le socialisme en a-t-il fini avec sa mission réformatrice? A-t-il donné ce qu'il portait en lui de plus novateur, l'émancipation dans l'égalité? A-t-il épuisé son message? Non pas parce qu'il aurait oublié ses valeurs, mais parce qu'il aurait, en définitive, été dépassé par l'évolution de l'économie, la mondialisation, parce qu'il se serait déconnecté des nouvelles générations, parce qu'il serait décalé par rapport à l'exigence climatique, ou parce qu'il serait dévalué par un long passage au pouvoir. Eh bien, je ne le crois pas. Je pense même tout l'inverse. Non que je veuille m'accrocher au drapeau, appeler à former un dernier carré sur le champ de bataille, plus ou moins déserté, au nom d'un culte de la mémoire ou du souvenir. Non. Parce que je crois que dans la crise que nous traversons, le socialisme, s'il est repensé, renouvelé, s'il aspire bien sûr tout ce qui relève de l'urgence écologique, que le socialisme est la réponse la plus appropriée pour garantir la cohésion sociale et nationale de notre pays. Bien davantage que le libéralisme qui a montré ses limites, le conservatisme qui ne répète que les mêmes mots d'ordre à tous les sens du terme, le souverainisme qui n'est pas une solution, et on le sait bien en regardant l'état du monde, ou l'extrémisme qui est une menace même pour les libertés et la démocratie. Ainsi, dans la crise qui s'est produite avec la pandémie, qu'a-t-on mis au premier rang? L'État, pour assurer la solidarité, pour faire valoir le rôle des services publics? À quoi a-t-on fait appel à la nécessité de réformes profondes, et notamment fiscales, pour réduire les inégalités? Donc, des solutions que l'on pourrait dire social-démocrates. J'ai retrouvé les mots des propositions de 1981. On croirait que c'est une écriture dépassée, que ce sont des concepts qui n'ont plus aujourd'hui d'actualité. La relance, la planification, la maîtrise du marché intérieur, la cogestion, le grand service public laïque de l'éducation nationale, mais aussi la décentralisation, la lutte contre les monopoles de l'information, aujourd'hui on dirait les GAFA, l'égalité des sexes, le respect de la nature. D'une certaine façon, tout y est encore, à condition d'utiliser ces formules, ces propositions, ces outils-là pour servir l'intérêt du pays dans le contexte d'aujourd'hui. Tous ces principes, toutes ces réponses trouvent, à mon sens, une nouvelle jeunesse dans la transition écologique et énergétique qui s'annonce, où le socialisme peut non seulement trouver sa place, mais surtout fournir les outils et les finalités que les Français attendent. C'est aux nouvelles générations d'y travailler, avec, je l'ai dit, une obligation morale et sociale d'assurer l'égalité, la justice, tout en servant les intérêts de la planète, en n'oubliant rien de ce que les précédentes générations ont apporté. Car une construction politique, elle se fait toujours avec de l'ancien et du neuf, toujours dans la transmission, toujours dans, non pas la répétition, mais la réinvention en gardant les mêmes principes.
Et si François Mitterrand a été l'homme du 10 mai, la gauche a montré qu'elle pouvait, après lui, gagner les élections. C'était d'ailleurs son vœu le plus cher. Il l'avait exprimé quittant l'Élysée dans la cour de la rue de Solferino, où il s'adressait à des socialistes qui venaient de vivre une élection présidentielle où ils avaient là aussi été tout près de l'emporter avec Lionel Jospin, et où le désespoir pouvait aussi s'installer. Il leur avait dit « Vous êtes l'alternative ». Et c'est ce qui s'est produit avec la victoire en 1997 pour les élections législatives, puis la mienne en 2012. Aucune victoire, néanmoins, n'est le produit d'une femme ou d'un homme seul, aussi éminente soit cette personnalité. Et celle de François Mitterrand était exceptionnelle. Une victoire, elle est le fruit d'une action collective, d'une somme d'engagement et de combats, d'idées fortes, de propositions qui créent l'adhésion et l'espérance. L'histoire retient une figure, toujours une figure et une date. Mais c'est le mouvement que cette figure-là a contribué à créer qui lui donne son envergure et qui d'ailleurs a permis sa consécration. C'est cette force, avec François Mitterrand, qui a fait le 10 mai 1981. Eh bien, chers amis, si cette force se lève de nouveau, la gauche vivra et la France avec, j'en suis sûr, d'autres 10 mai. Je vais passer la parole à présent à Jean-Paul Gaulin. Jean-Paul Gaulin va vous expliquer comment il a conçu son exposition que vous allez pouvoir découvrir tout à l'heure. Et puis ensuite, eh bien, nous irons officiellement ouvrir et faire le vernissage de cette exposition. Cher Jean-Paul, parole est à toi. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est quand même très difficile de parler après un tel orateur, mais je vais essayer. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Alors, bien qu'étant un homme d'image, reporter photographe, pendant 35 ans, j'ai habituellement le verbe facile. Mais aujourd'hui, je suis impressionné pour deux raisons. La première est de parler devant une assistance de qualité. Mais surtout la deuxième est de parler d'un homme exceptionnel que j'ai eu la chance de côtoyer, de croiser souvent dans ma vie professionnelle. De juin 81, première rencontre, où nous avons trinqué au Pouilly-Fuissé chez Fernand Bucanieri, maire de Solutré, jusqu'au 6 juin 95, où il m'a offert un café à la terrasse de la brasserie La Nation à Cluny. J'ai pratiquement jamais raté un de ces déplacements en Bourgogne. Et j'ai eu la chance qu'il m'apprécie. Et c'était réciproque, évidemment, j'ai aimé cet homme. J'ai aimé cet homme. Et il m'a vraiment favorisé dans mon activité de journaliste, reporter, photographe. Il faisait même téléphoner les services de presse de l'Élysée le soir chez moi, et mon épouse ici présente peut en témoigner, pour m'avertir que le lendemain, il serait à tel endroit, il ferait telle chose et tout. Et j'y allais et j'étais tout seul. J'étais tout seul. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Il m'a fait des confidences, j'ose à peine vous le répéter, sur ses qualités littéraires qu'il jugeait médiocres. Or, tout le monde sait qu'il écrivait très bien. D'autres confidences, enfin bon, voilà. Bref,
Non, mais je ne peux pas toutes les citer, parce que, voilà. Bref, j'ai vraiment apprécié cet homme, et le mot est faible. Je dis bien l'homme, avec un H majuscule. Je laisse le soin aux politologues de tout poil de gloser sur son bilan politique, etc., etc. Bien que j'ai le cœur à gauche, hein, je précise. Voilà. Bref, vous l'aurez compris, j'ai aimé cet homme. Je mesure la chance que j'ai eue de le croiser dans ma vie. J'ai des milliers d'images de M. Mitterrand. Mais les coupures de ruban bleu, blanc, rouge, ou devant un micro à une tribune, ces images m'intéressent peu. J'en ai, mais nous sommes des centaines et des centaines de reporters photographes à les avoir. Donc, j'ai préféré vous montrer aujourd'hui 40 photos qui sont beaucoup plus personnelles, sentimentales. Ce ne sont pas des photos intimes, mais il y a quand même le côté sentimental qui ressort. Voilà. Il n'y a pratiquement pas de photos officielles. Ça, je ne voulais pas. Alors, j'espère que vous les apprécierez et je vous souhaite à tous une bonne journée. C'est un intérêt, c'est de montrer ce qu'on n'a jamais vu.